On vous souhaite la bienvenue à ériclateau.com. Dans quelques instants, on reçoit Patricia Poisson qui a fait le choix de se représenter, oui, mais comme indépendante dans le district MDL Saint-Gérard-Ouest. Mais d'abord, parlons de Tremcar, une autre acquisition pour cette entreprise joannaise où cette fois, on achète les citernes Bédard. Importante transaction pour une entreprise de chez nous, Tremcar, qui fait l'acquisition de citernes Bédard. Avec nous pour en parler, Daniel Tremblay, qui en est le président. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Donc, parlez-nous un peu du contexte de cette acquisition. Ça s'inscrit un peu dans votre planification stratégique de grossir par acquisition. Bref, parlez-nous un peu du contexte. Ça fait déjà plusieurs acquisitions qu'on fait chez Tremcar au cours des 15 dernières années. Cette entreprise est située à Montréal, établie en 1966 par Peter Bédard, dont vient le nom des citernes Bédard, rachetée par un de ses employés en 1990, qui s'appelle Nabil Atirji. Qui était ingénieur là, qui travaillait déjà avec M. Bédard, donc acheté l'entreprise en 90. Et puis, ce monsieur-là est rendu aujourd'hui à 74 ans. Avec son fils, donc on a une relève qui est en place, mais naturellement qui n'est pas passionné par le domaine des citernes. Donc, décidé de vendre l'entreprise dernièrement. Est-ce que cette entreprise-là était en quelque sorte l'un de vos compétiteurs au Québec? Oui, c'est un compétiteur principalement à notre usine de Saint-Césaire, mais aussi un petit peu Iberville, parce que nos deux usines du Québec ici sont complémentaires et ils s'échangent les services. Donc oui, c'est un compétiteur principal. Bon, en termes d'ampleur, c'est-à-dire que Citerne Bédard, par rapport à vous, là, c'est combien d'employés, d'usines, l'ampleur du chiffre d'affaires? Je ne sais pas, juste pour nous donner un peu un ordre de grandeur entre la comparaison de ce qui était Tremcar avant la semaine passée et Citerne Bédard. Par exemple, les citernes Bédard, avant la pandémie, donc si on se met après pandémie, faisant entre 10 et 12 millions de chiffre d'affaires, environ une soixantaine dans le maximum 80 employés. Aujourd'hui, ils ont 25 employés à cause de la pandémie, et puis on parle de 6-7 millions. Chez Tremcar, on a 600 employés au total. Donc, c'est une petite acquisition pour nous, mais très stratégique dans un segment, parce qu'on touche à beaucoup de segments de marché, un segment de marché très précis, très important pour Saint-Césaire. Bon. Parlons justement de ce volet-là. En quoi, vous dites, oui, c'est une petite acquisition par rapport à vous, mais en quoi elle est hautement stratégique pour Tremcar? C'est une division de produits secs qu'on appelle, ils font des remorques citernes pour le transport du ciment, la bille de plastique, la farine, la chaux, toutes sortes de produits naturellement qui se transportent vraiment sous forme solide, donc des petites granules. Et puis, pour nous, Saint-Césaire est appelé à grossir et on prend de plus en plus de parts de marché. Donc, de venir faire l'acquisition d'une entreprise comme ça va consolider notre position. Puis, ils ont des forces aussi un peu différentes de les nôtres. Donc, ça vient aussi une certaine complémentarité dans la gamme de produits. Au Canada, aux États-Unis, donc en Amérique du Nord, c'est quoi le portrait de la compétition dans le monde des citernes? C'est un domaine que nous, on ne connaît pas. Évidemment, vous, c'est votre domaine précisément, mais c'est quoi le topo de la situation? C'est un marché qui est très niché. Il y a beaucoup de types de liquides ou de produits secs, comme dans lesquels je parlais. Il y a vraiment des spécialités vraiment exceptionnelles qui fait qu'il y a très peu de fabricants comme nous qui font à peu près tout. Souvent, tu as beaucoup de petits fabricants organisés pour tel produit ou tel segment de marché. Donc, on a une trentaine de compétiteurs en Amérique du Nord. C'est très, très morcelé. Puis, il y a environ, je dirais, 7 ou 8 grandes entreprises qu'eux font un peu de tout, dont Tremcar. Aujourd'hui, on est le troisième plus gros en Amérique du Nord. Donc, nous, on est dans plusieurs petits marchés. Bon, je sais qu'on a déjà fait des entrevues dans le passé sur, entre autres, l'impact de la fluctuation du dollar canadien, les exportations. Là, on a un dollar canadien qui est aux alentours de 79,80. Pour vous, ça, c'est encore bon? Oui, c'est encore vivable. Il y a toujours des plus et des moins, mais pour nos entreprises canadiennes, je dirais qu'à l'entour de 80 sous, on est environ nez à nez avec les coûts américains. Mais il ne faut pas toujours regarder juste le salaire. Il y a beaucoup d'autres frais, autant la CSST ici versus les États-Unis, versus les coûts de santé américains versus canadiens. Il y a des plus et des moins. Les bénéfices sociaux américains, dépendamment aussi des États dans lesquels vous êtes.
versus les provinces canadiennes, parce que nous, je ne sais pas si vous le savez, mais on est au Québec, on est en Ontario, on est en Saskatchewan et en Alberta aussi. Donc, on a 4 provinces canadiennes qui ont aussi des réglementations et des coûts différents. Fait que donc, le coût salarial, c'est une chose, mais les bénéfices sociaux d'une place à l'autre, autant les États américains, ça varie beaucoup. Bon. Il y a eu aussi, on l'a vu avec l'administration Trump, le libre-échange qui a été revu et corrigé, en tout cas surtout corrigé pour eux plus que pour nous. Ultimement, est-ce que ça a eu des impacts chez vous? Le libre-échange n'a pas eu d'impact. Pour nous, c'est le statu quo. Donc, il n'y a aucun changement en tant que tel, à part le contenu nord-américain. Le contenu américain se doit de monter à 70 %, mais pour nous, à peu près toutes nos pièces viennent des États-Unis et puis notre main-d'œuvre est toute nord-américaine. Donc, quand on regarde le coût total, on est environ de 70 %, il n'y a aucun problème. Mais on regarde ça à moyen-long terme, on se dit des citernes, on va toujours finir par en avoir de besoin. Je veux dire, je ne vois pas demain, la veille, où on n'aura plus besoin de citernes dans le monde pour transporter des trucs, transporter des liquides. Donc, ça reste quand même une entreprise, à partir du moment où vous avez des bonnes assises, où il y a quand même une pérennité assez intéressante, là. Exact. C'est un produit vraiment essentiel. On transporte tout l'alimentaire partout. Donc, ce que vous voyez à l'épicerie a été transporté d'une citerne. Partout, tout ce qui est liquide. Donc, que ce soit du jus d'orange, que ce soit de l'eau, du jus de pomme, du lait, des sucres liquides, des huiles végétales, tout ce que vous voyez liquide, du jus de tomate. J'ai des clients qui transportent ça, de la bière, du vin. On entend de tous les produits, donc le côté alimentaire, mais aussi le côté produits chimiques. Les composés de plastique sont à base de produits chimiques. Les huiles, les huiles hydrauliques pour les moteurs, pour ces choses-là. Les gens ne réalisent pas le nombre de produits. Puis ça, on parle juste des liquides, j'ai parlé des secs tantôt, et les produits pétroliers. On a vraiment une grosse gamme, c'est vraiment essentiel à notre vie de tous les jours. C'était quoi les impacts de la pandémie pour vous, à tout le monde? Pour la première vague, est-ce que vous êtes resté quand même en opération? Oui. Exactement. Donc, vous étiez identifié comme essentiel? Oui, parce que nous, comme je disais tantôt, j'ai des clients qui transportent de la nourriture, donc ils ont besoin de leur remorque citerne. Et puis, on le sait, la population accroît toujours au Canada et aux États-Unis. Donc, à tous les jours, les gens qui mangent 3 repas par jour, bien, ils consomment de plus en plus. Le système alimentaire se doit de fournir ces gens-là. Donc, pour nous, on suit le côté alimentaire, la croissance. La pandémie, elle a affecté beaucoup les produits pétroliers. Comme on sait, les consommations d'essence ont tombé. Le jet fuel qu'on appelle, qui est vraiment pour les avions, ça a tombé en flèche. Donc, j'ai des segments de marché qui se sont vraiment écroulés. Puis j'ai d'autres segments qui allaient très bien. Donc, ça dépend encore, naturellement, là, dans quel segment on parle. Donc, il y a quand même donc, la pandémie a quand même un certain impact chez vous, là. Oui, elle a eu un impact chez nous assez important. Et puis, il y a le côté toute insécurité. Celui qui voulait changer une remorque parce qu'elle est due à être changée, elle commence à coûter cher en maintenance, ça commence à être vieille. Il va attendre un peu. Les investissements sont retardés parce que les gens sont inquiets. Donc, la pandémie a apporté ça. Donc, là, le renouvellement de la flotte ne s'est pas fait cette année. On a fait vraiment juste de l'expansion. C'est quoi la durée de vie d'une citerne? Ça dépend encore là des produits qu'on transporte, mais ça varie entre 15 ans et 40 ans. Hein? Ah oui. Fait que chez nous, on a des citernes à lait qui vont voir la vie de 5 camions en avant. Ah, ouais. 6 camions, 5 à 6 ans en moyenne la vie des camions parce qu'il y a un moteur, une transmission, ça s'use beaucoup. Nous, la citerne, c'est bon. Si on fait attention au bassin, vraiment l'intérieur du bassin, pour pas qu'il y ait des produits corrosifs qui endommagent la citerne, c'est bon 20 ans, 30 ans, 40 ans. Bon, si on revient à la pandémie, au niveau des opérations, parce qu'en même temps, une usine, ça ne se met pas beaucoup en télétravail, à part peut-être un peu le personnel de bureau, là. Mais les travailleurs d'usine sont des travailleurs d'usine. Donc, c'était quoi au printemps ou même maintenant, le port du masque, distanciation, les vestiaires, je ne sais pas trop. Comment avez-vous managé, si on veut, c'est sûr que c'est tout un défi. Il faut s'adapter rapidement. Mais nous, à partir du 23 mars, là, quand que M. Legault a annoncé, on a mis des règles très strictes. On a fermé le bureau à tous les visiteurs. On a mis des normes sanitaires en place immédiatement. Puis on est quand même chanceux dans notre domaine. Les remorques ont en moyenne 40 pieds de long, 50 pieds de long. Donc, on a 2 travailleurs à tous les 50 pieds. Ouais,
c'est dur de se plier distanciation sur les pieds, là. physique Ouais. dans l'usine est déjà là. Donc, on est dans les privilégiés à ce niveau-là. Et puis, dans les bureaux, bon, on a favorisé le télétravail, mais il faut toujours maintenir un leadership. Il faut faire attention là-dessus. Donc, il y a un certain équilibre. Si tout le monde s'en va en télétravail, bien, on fait quoi pour supporter clair. les usines? Donc, c'était toujours, comme je disais, on gère avec le gros bon sens. OK. Puis, là, maintenant, comment vous voyez ça pour l'avenir? Parce que là, je sais, on en parlait la semaine dernière. Là, vous avez rouvert aussi votre école de soudure. Donc, vous êtes toujours en recrutement de ce côté-là. Là, vous faites une acquisition aujourd'hui. Donc, bref, donc vous avez toujours des projets plein la tête, là. Oui, bien, c'est sûr. On a encore une équipe très dynamique chez Tramcare. Donc, on a des gens qui sont ambitieux, qui voient encore l'avenir avec optimisme et qui sont prêts à faire des sacrifices et travailler fort encore. Donc, on vise des projets. On a encore plusieurs qui s'en viennent pour les années qui s'en viennent. Donc, on garde nos yeux ouverts sur les opportunités. Bon. Puis je reviens à ça parce que c'est un peu l'introduction qu'on avait tantôt. Souvent, il y a des entreprises qui se grossissent souvent par acquisition. Vous dites, dans le fond, c'est comme pas la première non plus. Comme telle, est-ce que pour vous, dans votre stratégie d'affaires, sans dévoiler des grands secrets, est-ce que pour vous, vous souhaitez peut-être même encore à moyen ou long terme, peut-être encore vous grossir davantage? Oui, c'est sûr que c'est dans notre plan stratégique. Il faut qu'il y ait des opportunités, là. C'est ça, de prendre des opportunités. Puis on a une entreprise ou un domaine qui est très vieillissant. C'est des vieilles entreprises qui ont là depuis 100 ans. Il y a des changements de management, il y a des changements de philosophie de faire. Donc, des opportunités d'acquisition, il va s'en créer encore à tous les années pour les 10, 20 prochaines années. C'est un domaine qui va rester, comme on disait, qui est très conservateur. Fait que pour nous, on regarde ça de près. Bien, Daniel Tremblay, merci beaucoup, puis félicitations encore une fois. Merci beaucoup. Pour cette nouvelle acquisition donc, de Tramcar qui achète Citerne Bédard. Restez avec nous, on vous revient après ceci. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Sylvain. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express. Étienne Papineau, le golfeur, est en première partie. On jase de l'Arena Marcel Larocque qui participe à Craft Hockeyville. Et l'ami de tous, Mario, nous a quittés, François. Salut, Mario. Ce show-là est pour toi. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Les élections municipales sont dans quelques mois, c'est novembre prochain, mais déjà on voit que les équipes en place commencent à se positionner, mais aussi certains candidats indépendants font également leur entrée ou confirment leur candidature. C'est le cas de la conseillère sortante dans le district numéro 6, qui est NDL et Saint-Gérard-Ouest, Patricia Poisson. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Éric. Bon, ça sera donc un troisième mandat, Oui. mais comme indépendante. Pourquoi? Bien, c'est une continuation. En ce moment, on est indépendant. Alors, puis tu sais, quand on est rentré dans mon deuxième mandat, nous, le chef n'était pas là. Alors, tu sais, on a fait, est-ce qu'on a fait équipe, entre guillemets, là, tu sais, mais je pense que on est quand même, on a tout travaillé de notre base qu'on voulait, tu sais, puis je pense que de ne pas avoir, de ne pas être affilié à une ligne de parti, je pense que c'est encore mieux. Bon. Quand même, le topo en ce moment, c'est qu'on a d'un côté le maire Laplante avec son équipe qui est en train de se former. On a Mme Bouchard à la mairie qui est en train de former son équipe. Et elle-même le dit, elle aura à la fois des nouveaux et aussi quelques conseillers sortants qui vont joindre son équipe. Vous auriez pu aussi faire le choix peut-être
d'entamer des discussions avec Mme Bouchard pour aller dans son équipe. Est-ce que vous l'avez fait? Est-ce que vous avez pensé à le faire? Est-ce que vous auriez souhaité envisager de former équipe avec Mme Bouchard? Je te dirais qu'il y a eu des appels, mais sauf que j'ai déjà parlé de tout ça même avec d'autres conseillers, là, une couple de mois, puis avec mon entourage aussi, j'ai une équipe politique en arrière de moi. J'ai des gens qui sont là pour me conseiller aussi, puis on travaille un peu le candidat. Puis l'indépendant, je pense, était la meilleure option pour cette année. Pourquoi? Parce que je trouve que, comme je disais, il m'a bien servi. Il m'a bien servi. J'ai un secteur en santé. Je travaille avec les gens en place. Alors, peu importe qui va être élu, que tu sois en équipe ou pas, il va falloir que tu travailles avec. Alors, j'aime autant m'en aller là, en ayant les mains libres, puis pouvoir, dans le fond, prendre la décision que je veux au moment où je voudrais. Bon. Parce qu'en même temps, en 2013 et 2017, vous faisiez partie de l'équipe ou parti FECTO, c'est selon. Souvent, pour les candidats, dire « Ouais, mais le fait de se présenter en équipe, on a un support d'équipe, au niveau du financement, c'est moins compliqué, etc. » Est-ce que le fait d'être indépendant amène une certaine dose de complexité à faire campagne, ou c'est le fait que vous connaissez maintenant le b.a.-ba d'une campagne, ça vous dérange un peu moins? Bien, il y a ça aussi. À la troisième campagne, on sait plus où qu'on s'en va. Et comme je disais, il y a des gens en arrière de moi qui connaissent aussi les campagnes électorales municipales. Et oui, c'est différent, sauf qu'en quelque part, moi, ma dépense que je vais vouloir faire ou ma manière de faire, je vais le faire comme elle me représente et non pas comme elle représente l'équipe. Alors, je trouve que ça va être encore plus représentatif, puis je vais être encore plus, dans le fond, à l'affût des intérêts puis des besoins des résidents et résidentes. Là. Bon. Votre adversaire est déjà connu du côté de l'équipe Laplante. C'est Pierre Boudreau, qui a déjà été votre adversaire en 2013, mais sous l'équipe Legrand de l'époque. On l'a reçu en entrevue récemment. Et dans une entrevue qui va être diffusée demain avec Mme Bouchard, elle-même, ce qu'elle nous disait, parce qu'on lui demandait si elle avait envisagé d'avoir M. Boudreau dans son équipe, travailler avec elle à la commission scolaire, elle me disait, elle dit, je ne voulais pas avoir des candidats qui ont un conflit. Donc, elle prétendait que vous et M. Boudreau êtes en conflit depuis quelques années. Est-ce que pour vous, ça rend, disons, la prochaine campagne électorale plus difficile? Avez-vous des craintes de par la nature de vos relations, disons, tendues avec M. Boudreau? Bien, ça l'appartient à M. Boudreau. Ça ne m'appartient pas. Parce que moi, j'en ai pas de problème de ce côté-là. J'ai fait en 2013 ma campagne, je l'ai faite propre. J'ai fait en cognant aux portes et en disant qui était Patricia Poisson, qu'est-ce que Patricia Poisson voulait faire. Et en 2021, même si M. Boudreau revient, je vais continuer à faire campagne de cette manière-là. J'ai juste besoin de dire ce que j'ai fait pour le secteur puis qui je suis. Je n'ai pas besoin de m'occuper de ces conflits-là. Je vais m'en aller dans ma ligne directrice puis je vais la suivre. Ça, c'est sûr. Bon. Mais les familles Poisson et Boudreau, là, c'est des familles connues dans NDL. Là. Vous avez des historiques, là. Poisson est très connu, effectivement. Boudreau aussi? Différemment. Mais il y a un parc. Oui, bien le parc Jean-Paul Boudreau, justement, qui est le père de Pierre Boudreau, c'est moi qui l'ai fait faire, ce parc-là, justement, avec sa sœur Simone. Je la remercie aussi de la collaboration de ça. Elle était venue me voir, puis parce qu'à l'époque, souvenez-vous, c'était le parc de M. Delan, qui était notaire, le prénom m'échappe, là. Et compte tenu que la maison familiale des Boudreau avait été là, alors moi, j'ai travaillé à ce moment-là à la ville et avec la toponymie du Québec pour faire changer ça. Alors, c'est de là que le parc Jean-Paul Boudreau est venu. C'est une de mes réalisations dans mon dernier mandat. Bon. Donc là, on comprend, vous allez être indépendante. Donc forcément, il va y avoir une course à 3 parce que Mme Bouchard a confirmé qu'elle aurait un candidat dans ce district-là. Donc ça sera une course à 3 entre vous, la conseillère sortante, candidat de l'équipe Bouchard, et Pierre Boudreau de l'équipe Alain Laplante. Comment vous envisagez cette campagne-là au niveau des thématiques, au niveau des enjeux? Qu'est-ce qui reste à faire dans le quartier NDL ou dans la portion ouest de Saint-Gérard? Bien, la portion ouest, c'est ça. Là, on est en... On veut tout faire le plus possible. Quand je dis « on », c'est tout le département d'ingénierie et tout ça, pour finir Neuve-France. Parce que là, il est fait jusqu'à Gaulin. Mais on aimerait ça que Gaulin, jusqu'à Industriel, soit fait. Il y a des réflexions de rue encore à faire dans Saint-Gérard-Ouest, quelques rues. Saint-Laurent a été fait dernièrement. Ouais. Le parc Raymond-Lefebvre, dans mon premier mandat, j'ai fait les jeux d'eau. Dans le deuxième mandat, on l'a sécurisé avec les clôtures et tout ça. Puis
comme le petit chalet là, pour le parc. Puis si vous allez voir le parc, il est vraiment bien garni. Là. C'est un beau parc, je trouve, qu'on a dans Saint-Jean. Là. Celui de Saint-Gérard est vraiment bien équipé. Puis je pense que le secteur, la sécurité alentour de l'École Notre-Dame de Lourdes, on l'a beaucoup travaillé. Bien, vous restez là, fait que vous avez vu la différence aussi maintenant, mettons, au niveau de la signalisation, au niveau de l'urbanisation qui a été fait aussi de cette rue-là, pour rendre les corridors scolaires qui ont été faits également, comme sur la rue Coloniale, pour les jeunes qui arrivent de la rue du Domaine, là, pour qu'ils viennent à l'école de façon sécuritaire. Bon, puisqu'on parle justement de la sécurité dans le pourtour de l'école NDL, effectivement, la sécurité est de beaucoup améliorée par rapport à ce que c'était avant. Ça, c'est indéniable. Ça reste qu'il y a du monde, il y a du monde, il y a du monde, il y a du monde, c'est incroyable. Pas tout le temps, là. Ça dure une demi-heure le matin, une demi-heure l'après-midi, là. Mais les parents se stationnent quasiment jusqu'à l'autre bout du parc. La rue Plaza n'est pas très, très large. Il y en a malheureusement qui, malgré l'interdiction, stationnent de l'autre bord de la rue. Donc, des fois, les autos sont collées comme ça, puis tu te demandes s'il y a quelqu'un qui va ouvrir une portière ou s'il y a un enfant qui va sortir. Donc, même si on a beaucoup amélioré la sécurité, ça reste qu'il y a beaucoup de monde qui fréquente cette école-là, beaucoup de parents qui viennent en auto pour le service de garde ou ramasser les enfants et tout ça. Est-ce qu'on peut aller plus loin? Est-ce qu'il y a encore d'autres possibilités qu'on pourrait mettre en place pour encore plus améliorer la sécurité? Il reste des petites choses à fignoler, que je pourrais dire. Mais là, je pense que l'objectif de mon prochain mandat, c'est vraiment peut-être de travailler avec les parents et la direction d'école. Parce que souvent, dernièrement, là, les policiers de Saint-Jean ont sorti une campagne justement pour dire aux parents que c'est pas parce que tu débarques ton enfant à côté de la porte de l'école qui est plus en sécurité. Parce que souvent, tu vas le débarquer qu'il y a un auto qui passe de l'autre côté. Tu débarques des fois dans la rue. Il y en a qui font des virages en rue. Oui, malheureusement encore. Puis, tu sais, j'expliquais justement, c'est drôle, ce matin, je parlais avec un parent, de dire, tu sais, si on les débarquait au bout du parc NDL. Il y a une entrée piétonne. Il y a une entrée piétonne qui arrive directement. Moi, c'est ça que je ferais si j'étais parent. Si j'avais encore des jeunes enfants, j'irais même pas les débarquer. Exact, parce que en plus, l'enfant va marcher dans le sentier piétonnier du parc où il n'y a aucune voiture, qu'il n'y a rien. Et ce sentier piétonnier-là arrive directement dans la cour. Alors, je trouve que les gens, des fois, ça serait peut-être juste de sensibiliser, de dire qu'il y a d'autres options que d'être à côté de la porte. Certains avaient déjà parlé de mettre la rue Plaza sens unique. Je pense que pour moi, je pense que c'est pas une option. Puis, comme je fais d'habitude, j'irai consulter mes citoyens. Je suis pas sûre qu'ils seraient d'accord avec ça parce que c'est une des places où il y a un arrêt sur Grand-Bernier où que tu peux sortir du domaine du Haut-Saint-Jacques. Puis tu as la lumière sur Saint-Jacques. Mais si on prend Hébert, Lanoux, Hébreau, il n'y a pas d'arrêt. Alors, tu peux, pour sortir, c'est plus difficile. Parlant de lumière, je sais que ça fait maintes et maintes fois qu'on le demande parce que il y a un feu de circulation sur le coin Saint-Jacques et Grand-Bernier, mais il n'y en a pas sur le coin de l'école. Bon, il y a des brigadiers scolaires, tant mieux, là, mais ça reste que c'est peut-être un endroit où il y aurait un bénéfice d'avoir une lumière, mais c'est le MTQ qui décide. Ça fait deux fois. Ça fait 8 ans, là, ça va faire 8 ans que je suis en poste, ça fait 2 fois que je demande au MTQ d'avoir une lumière. Là, elle est toujours refusée. Pourquoi elle est refusée? Ils vous disent quoi au ministère des Transports? Que l'autre lumière serait trop proche pour les camions au niveau de la circulation. Ça a été un des arguments qui a déjà été apporté. Sauf que là, en ce moment, on est en pourparlers avec le MTQ pour aménager le Grand-Bernier de façon différente. C'est-à-dire que le Grand-Bernier, au coin de Plaza et Grand-Bernier, on aurait sur Grand-Bernier probablement la possibilité de mettre un terre-plein qui fait qu'on aurait un arrêt de chaque côté quand les gens s'en viennent. Et en rétrécissant la rue, des fois, ça fait un effet de compression et les gens sont portés à rouler moins vite aussi. Il y en a d'autres aussi qui se demandaient pourquoi on ne maximisait pas le fameux virage de l'entrée des autobus, qui est sur Grand-Bernier, qui est quand même gros et large. Évidemment, il y a des autobus, ça le dit. C'est la commission scolaire qui ne voulait pas à l'époque que les autos circulent là, ou on voulait juste des autobus? Non, ça avait été étudié par le comité de circulation de la ville de Saint-Jean. C'est juste que si on rentre les voitures là, de parents, il faut penser aux parents qui, eux, vont retourner vers le nord. Ça veut dire qu'il faut qu'ils coupent tout le Grand-Bernier. Oui, ça, c'est moins bon. Alors ça serait peut-être beaucoup plus dangereux là, à ce moment-là. Ou s'il y avait un terre-plein. S'il y avait un terre-plein, peut-être que ça serait différent.
Mais là, Mais c'était on comprend vraiment que juste pour c'est ça. compliqué, là, mais effectivement, il y a Ouais. un enjeu de circulation. Tu de sais, on sécurité. est comme tiraillé. À chaque année, j'ai des demandes également, comme le stationnement qu'il y a dans le parc à l'arrière de l'école. Puis ça ne sert pas à grand-chose. là. Non, bien là, il y a une petite patinoire. Ouais, Absolument, il y a une l'hiver, ça petite- dure 2 mois. là. C'est ça. Mais le temps que cette patinoire-là, c'est sûr que les parents ne peuvent pas l'utiliser. Mais là, les parents nous disaient, bien, pourquoi à l'année, on ne met pas un stationnement plus pour nous, les parents qui vont chercher les enfants? Mais sauf qu'on est tiraillé l'autre côté où qu'on nous demande, bien, ça prend des activités physiques pour nos enfants, il faut les faire bouger. Alors, cette petite patinoire-là permet aux jeunes de patiner, parce que sur la grosse, on s'entend, c'est du hockey. Là. C'est du hockey. ouais. Alors, au moins, ça pas permet de simple, patiner sa petite. Fait qu'on est tiraillé entre la santé physique puis le fait qu'un parent va venir porter un enfant en auto. Si on revient du côté de Saint-Gérard, là, en arrière du terrain d'Hydro-Québec, là, Oui. il va y avoir le quartier Alzheimer qui va être là. Bien, c'est un projet. C'est un C'est un projet? pourparler, Ouais. effectivement. Mais ça, soyez sans crainte. Ça, c'est déjà avisé là, que chaque citoyen va être rencontré pour que le projet soit expliqué s'il il vient à terme. Dernière question. C'est la question qui tue, comme à tout le monde en parle. On va fermer OK. les lumières. C'est toujours- Bon, vous allez être une candidate indépendante. Oui. Mais vous savez comme moi que le monde aux portes, on va dire, ah, Mme Poisson, oui, vous êtes indépendante, mais là, à la mairie, on va voter pour qui? Vous nous suggérez qui? Vous allez dire quoi? Bien, je vais dire ce que tout candidat indépendant va dire. Moi, je vais travailler avec le maire en place. Alors, je OK, pense qu'il mais va y je avoir... reviens ça, le citoyen vous dit, ouais, mais je veux voter pour M. Laplante. Est-ce que c'est une bonne idée? Bien, si vous trouvez que c'est une bonne idée, ça sera une bonne idée pour vous. Je ne veux pas nécessairement m'immiscer dans le choix du... Je suis indépendante, je vais travailler avec le maire en place, puis si la personne elle croit aux valeurs et aux principes d'Alain Laplante, elle votera M. Alain Laplante. Puis si elle croit aux principes et aux valeurs de Mme Bouchard, puis on va respecter après ça le choix de la démocratie. Si les gens choisissent M. Laplante, on retravaillera avec M. Laplante. Puis si les gens choisissent Mme Bouchard, je travaillerai avec Mme Bouchard. Patricia Boisson, merci beaucoup. Merci. Bonne Restez journée. avec nous. Au retour, le mot de la fin. Encore 2 jours pour donner du sang, et pandémie ou pas, c'est important de le faire. Donc, demain, vendredi, le 5 et samedi, le 6 février, c'est à l'ancien Sears du Carrefour Richelieu. Mais évidemment, à cause de la pandémie, il faut prendre rendez-vous auprès de Emma Québec. Il faut faire le Je donne à commercial emma-québec.qc.ca. Prochain rendez-vous d'ericlatour.com, c'est bien sûr demain. Bye-bye. À la prochaine.